Un actif, c'est toute chose qui peut être physique, qui peut être virtuelle, qui met de l'argent dans vos poches. Une dizaine d'années, on a une nouvelle forme d'actif, la crypto-monnaie. C'est un actif numérique. Déjà, vous avez compris la définition d'actif et vous avez compris qu'une crypto-monnaie, c'est quelque chose qui peut vous donner de l'argent, qui peut mettre l'argent dans vos poches. Imagine aujourd'hui qu'on ait le franc CFA soit numérique et qu'il soit une monnaie numérique de banque centrale. Ce ne sera pas différent du franc CFA que nous connaissons. Ce sera juste que vous avez la possibilité de faire des transactions plus facilement sans passer par MoneyGram, Western Union ou tout organisme intermédiaire. Et les transactions seront peut-être probablement moins coûteuses, mais au niveau de la gestion, ce sera toujours géré au niveau de la banque centrale. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Safak, accompagné d'une personne illustre que vous connaissez déjà pour certains et peut-être pas pour d'autres. Il aura l'occasion de se présenter de toute façon. Donc c'est un plaisir pour moi de pouvoir passer sur ce format que j'avais promis depuis un moment. Et c'est un nouveau format qu'on va essayer d'explorer et j'espère que vous allez aimer. Déjà, dites-moi en commentaire depuis où vous regardez la vidéo, depuis où est-ce que vous découvrez la chaîne. Et bien sûr, si vous aimez la vidéo, prenez le soin de liker, partager et surtout nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc, ce sera une série de vidéos où on va aborder plusieurs thématiques partant non seulement de la crypto-monnaie, du développement personnel, du trading et bien sûr de d'autres thématiques qui peuvent réellement aider la communauté africaine. Donc, j'accueille ici à ma présence Stéphane qui est l'un de nos collaborateurs qui a écrit le livre Introduction à la crypto-monnaie. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore ce livre, vous avez l'occasion ici de pouvoir bien sûr vous en procurer. Mais on va entrer un peu plus en détail en tout cas sur plusieurs thématiques concernant les crypto-monnaies puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et pour le compte de cette première vidéo, on va commencer par le commencement parce que je sais qu'il y a des débutants et on avait prévu que bon, ok, on va préparer une thématique pour que les gens s'y prennent correctement en ce qui concerne les crypto-monnaies. On voit pas mal de choses qui apparaissent à gauche, à droite sur les réseaux sociaux, sur les médias, mais on constate quand même quelque part qu'il y a un vrai gap entre ce qui est bien proposé et la compréhension des personnes qui essayent de s'intéresser au sujet. Donc, dans cette vidéo, pour être plus précis, on va essayer de voir comment est-ce que, en tant que débutant, on doit réellement s'imprégner à la crypto-monnaie? Comment est-ce qu'on doit s'introduire à la crypto-monnaie? Donc, j'accueille ici Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour, docteur Idriss. Ça fait plaisir Comment, d'être là en tout cas. comment tu vas? Oh, je vais très bien, matin comme les autres. On fait ce qu'on a à faire. Ça fait plaisir d'être là et de savoir que je vais partager des choses très excitantes, très instructives, surtout avec toute la communauté Afro-Forex. Plaisir partagé d'ailleurs parce que ça fait un moment, on avait prévu faire ceci, mais c'est pas toujours évident, toujours des enjeux compliqués. Mais bon, qu'à cela ne tienne, il faut toujours trouver la force de pouvoir se frayer le chemin et de pouvoir y arriver. Donc, merci encore pour ta présence, ça me fait grandement plaisir. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'attaquer un de nos premiers sujets, n'est-ce pas, concernant principalement la crypto-monnaie, mais sachant qu'on va pouvoir naviguer plusieurs sujets. Et on va démarrer aujourd'hui avec un sujet qui est pour moi le sujet que tout débutant devrait regarder. Et encore une fois, j'attire l'attention de chacun qui est ici de pouvoir rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va partager des secrets vers la fin, n'est-ce pas, de cette vidéo pour que vous puissiez réellement bien faire les choses en ce qui concerne les crypto-monnaies. Vous savez, le halving approche, donc prenez vraiment le soin d'être bien assis, prenez le soin de prendre des notes, ok? Et ça pourra véritablement vous aider. Donc, alors Stéphane, ça fait un moment que le livre est sorti, n'est-ce pas? Oui, Plus d'un an déjà. oui. Félicitations. Un an. Un an. Les un an, c'était la semaine passée. Je crois qu'on a fait toute une semaine où on a annoncé cela et on a offert une promotion autour de cela. Et il faut dire que beaucoup de choses s'est passé, beaucoup de choses. Le livre a été
dans le top best-seller sur Amazon, pratiquement un mois après sa sortie. Et Précision. beaucoup de choses également ont fait. Il y a des conférences ici et là dont j'ai été invité, même au Canada, pour parler de la crypto-monnaie et tout ceci. Et je profite de l'occasion solennelle pour te dire aussi merci à toi, docteur Idriss, parce que tu as préfacé le livre et évidemment, c'était un gros coup de pouce. Et voilà, ton soutien a également apporté beaucoup dans ce voyage-là. Très apprécié. Donc, alors, entrons peut-être doucement, doucement dans le vif du sujet. Déjà, j'aimerais te poser rapidement une question. Selon toi, sachant que tu as écrit le livre, tu as eu l'occasion d'expérimenter plein de choses. Pour toi, c'est quoi la crypto-monnaie? Alors, la crypto-monnaie, la définition que Wikipédia ou que vous aurez sur Internet, c'est que la crypto-monnaie est un actif numérique décentralisé utilisable comme un moyen d'échange. Mais peut-être pour que les néophytes comprennent de manière concrète, je vais décomposer cette définition. On va prendre trois termes clés dans cette définition. On a actif, on a numérique, on a décentralisé. Premièrement, un actif, c'est quoi? Beaucoup de personnes ont lu le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, où il définit les actifs. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit de manière concrète qu'un actif, c'est toute chose qui peut être physique, qui peut être virtuelle, qui met de l'argent dans vos poches. Voilà ce qu'il dit de manière concrète. Et à savoir qu'on a trois formes d'actifs. On a des actifs physiques. Qu'est-ce que c'est si on reprend le cadre, la définition de Robert Kiyosaki? Un actif physique, ça peut être votre bien mobilier ou immobilier, une maison, un appartement qui vous donne de l'argent. On n'a pas dit celui que vous louez, OK? Un actif physique, ça peut être votre véhicule qui est un taxi, qui produit de l'argent pour vous. La deuxième catégorie d'actifs sont les actifs financiers. Un actif financier, ça peut être par exemple votre dépôt que vous avez en banque, l'argent que vous avez dans votre compte bancaire ou les actions que vous avez dans une entreprise. Et troisièmement, on a les actifs intellectuels qui peuvent être les droits d'auteur d'un livre, d'une musique que vous avez composée ou toute autre chose, ou les royalties que vous avez par rapport à une marque ou quoi que ce soit. Donc voilà trois formes d'actifs. Mais il se peut qu'il y a une dizaine d'années, on a une nouvelle forme d'actif, la crypto-monnaie. C'est un actif numérique. Déjà, vous avez compris la définition d'actif et vous avez compris qu'une crypto-monnaie, c'est quelque chose qui peut vous donner de l'argent, qui peut mettre l'argent dans vos poches. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est numérique? Tout simplement parce que contrairement à cette forme de monnaie qui est les billets de banque, la monnaie fiduciaire, la crypto-monnaie peut être produite, elle peut être transférée, elle peut être sauvegardée à l'aide des outils numériques. Ça peut être un téléphone portable, un ordinateur ou quoi que ce soit, tout élément connecté, tout élément numérique. Donc voilà pourquoi dans sa définition, vous trouvez le terme numérique. Maintenant, on finit avec décentralisé. Le plus important, il faut dire que Satoshi Nakamoto, qui est celui qui a vulgarisé ce concept-là à travers le Bitcoin, a créé cette crypto-monnaie pour faire face à la crise des banques. Et donc, les banques jusqu'ici, qui étaient l'instance autour desquelles la monnaie était toujours centrée, Satoshi Nakamoto a créé un outil, le Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie, qui n'est pas centralisée auprès d'une banque. C'est-à-dire qu'une crypto-monnaie n'est pas produite forcément par une banque, bien qu'aujourd'hui, on a de plus en plus des banques qui s'y intéressent et qui veulent produire leur propre crypto. Mais fondamentalement, la crypto-monnaie est décentralisée parce qu'elle n'appartient pas à un organisme central. Très bien. Donc, du coup, s'il faut retenir trois mots, c'est déjà actif, Oui, numérique et oui, décentralisé. Et oui. chacun a sa place dans la définition principalement. Absolument. Donc, la Et crypto-monnaie, c'est, si tu permets, c'est un élément qui a de la valeur ou une nouvelle forme de monnaie qui n'est pas produite par une banque que vous pouvez utiliser, transférer, sauvegarder, par exemple, au moyen de votre téléphone ou ordinateur. Voilà. donc, tu as évoqué un petit point qui a attiré mon attention déjà, euh, parlant du fait que les banques aujourd'hui s'y intéressent. On sait qu'au départ, le langage n'est pas le même. Ok. Mais on va y arriver, on va revenir sur ce sujet parce que c'est un sujet assez profond. Je vais juste glisser un mot en disant tout simplement que, Il par n'est pas exemple, seulement profond, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment et qui touche beaucoup de sensibilité. On voit partout sur les médias exactement. le franc CFA, ci et ça. Peut-être on va en parler. Voilà, donc alors concentrons-nous, il y a pas mal de choses à dire sur le sujet, ça c'est sûr. Donc déjà, je voulais juste glisser le mot en disant que par exemple la Deutsche Bank,
du côté de l'Allemagne est en train de voir dans quelle mesure elle va sécuriser les bitcoins, n'est-ce pas, dans ses actifs. Ouais. Et il y en a pas mal d'entreprises, par exemple ici du côté du Canada, qui sont en train de voir dans quelle mesure ils doivent déclarer déjà la version, on va appeler ça comment, les actifs libellés en crypto-monnaie ou en crypto-actifs, n'est-ce pas, dans leur portefeuille. Ok, donc ce qui montre que quelque part qu'il y a un processus d'adoption qui est en train de prendre une ampleur assez phénoménale, malgré tout ce qu'on peut entendre, bear market et autres. Bref, n'entrons pas encore dans Oui, les termes trop et techniques. il faut dire il faut ajouter que déjà au Nigeria, le Nigeria, ça fait plus d'un an aujourd'hui que la Banque centrale a créé le INAIRA. Et il faut également dire que dans les pays comme la Tanzanie actuellement, ils sont également en train de voir comment créer ce qu'on appelle une monnaie numérique de banque centrale. Il y a beaucoup d'autres pays, le Venezuela, le Kenya, beaucoup l'Afrique du Sud, qui sont en train de mettre en place déjà une infrastructure sur le plan réglementaire, parce que c'est ça qui est très important. Et au-delà de l'infrastructure réglementaire, beaucoup sont dans une phase de test. Partout dans le monde entier, ils sont dans une phase de test en ce qui concerne la création des monnaies numériques banque centrale. De toutes les façons, ils n'ont pas le choix. Même en Europe, on parle de l'euro numérique, tout simplement parce que s'il faut vraiment faire face aux crypto-monnaies, les banques ont compris qu'elles devraient créer une forme de monnaie qui peut-être est boudée par les populations parce que ça leur donne l'impression que les banques veulent toujours avoir le contrôle sur cette affaire en créant cela. Mais de toutes les façons, c'est eux qui régulent, c'est eux qui organisent le marché. Il est clair que on n'a pas trop le choix. Alors, justement, ça, c'est une question assez fondamentale, le contrôle, parce que c'est la panique générale lorsqu'on parle de cette thématique relative au CBDC. C'est l'élément que beaucoup retiennent, le contrôle. Mais je voudrais quand même revenir sur un autre point qui m'intéresse, qui m'interpelle. Déjà, on a des crypto, on a des monnaies qui existent, ok? Des monnaies qu'on va appeler, qu'on va caractériser de monnaies traditionnelles, le dollar, l'euro et autres, ok? Alors maintenant, la question que je voudrais me poser là, du coup, et que je te pose naturellement, c'est de savoir quelle est la particularité des crypto-monnaies. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire crypto-actif ou encore, ou alors crypto-monnaie? Pourquoi crypto-monnaie et non crypto-actif? Enfin, il y a cet aspect confus là qui se crée en général dans l'esprit. Je ne sais pas si tu peux Excellente apporter quelques question. éléments de précision. Excellente question parce que justement, il faut que les gens comprennent. La crypto-monnaie, en réalité, c'est une technologie. OK? Aujourd'hui, la forme sur laquelle elle est déployée, c'est une technologie, mais beaucoup de personnes pensent juste que c'est la monnaie. Cependant, le Bitcoin est une crypto-monnaie, mais qui a été créée comme une forme de monnaie qui viendrait remplacer ce que tu as appelé la monnaie classique. Donc, le Bitcoin en lui-même, son essence fondamentale, en effet, c'était de jouer le même rôle que la monnaie, c'est-à-dire que de servir comme un moyen d'échange, comme un outil qu'on peut utiliser pour faire ses achats, comme un outil qu'on peut utiliser pour envoyer de l'argent partout dans le monde entier, comme un outil qu'on peut utiliser pour vendre, OK, et pour recevoir des paiements partout dans le monde entier. On fait des Cependant, transactions alors. absolument. Cependant, lorsque vous prenez la crypto-monnaie qui suit le Bitcoin en termes de capitalisation, à savoir l'Ethereum, en réalité, l'Ethereum n'a plus la même fonction de base que le Bitcoin. À mon sens, l'Ethereum est plus une technologie qu'une crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que la blockchain Ethereum, c'est une blockchain qui permet de déployer un ensemble d'applications. OK? Et ça ouvre un boulevard de possibilités infinies par rapport à l'exploitation du potentiel de la technologie qui est derrière la crypto-monnaie, à savoir la blockchain. Parce que avec Ethereum, par exemple, avec la plateforme Ethereum, on peut produire les applications d'organismes décentralisés, on peut produire des applications de finances décentralisées, on peut produire des smart contracts, on peut produire des métavers, c'est-à-dire des plateformes qui mettent en avant un monde virtuel dans lequel on peut vivre à l'aide d'un avatar. On peut produire de nombreuses applications qui viendraient
implémenter la technologie qui est derrière la crypto-monnaie dans le monde réel, à savoir la blockchain. Donc, il y a certaines cryptos qui, pour moi, peuvent être appelées crypto-monnaies comme le Bitcoin parce que leur rôle fondamental, c'est de servir comme un moyen d'échange. Cependant, il y a d'autres crypto-monnaies qui sont plus des outils qui sont utilisés dans les plateformes et permettant à cette plateforme de pouvoir créer d'autres versions de logiciels ou d'applications, par exemple Ethereum. Donc, s'il faut voir, on peut dire que Bitcoin est une crypto-monnaie, c'est une monnaie, mais il y a d'autres formes de crypto-monnaies qui sont juste des technologies. Peut-être, si tu permets, on peut citer un certain nombre de différentes catégories de crypto-monnaies. Vas-y. Vous avez par exemple, vous avez ce qu'on appelle les crypto-monnaies utilitaires. OK? Une crypto-monnaie utilitaire, par exemple, c'est un individu qui a créé. Ça vient déjà sur. En fait, tu es en train d'embrayer sur ma question que j'avais en suspens. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont vraiment utiles au finish? Parce que on va voir qu'on a 20 000 crypto-monnaies créées ou alors tokens. Je ne sais pas comment caractériser ça parce que finalement, c'est un peu le fourre-tout, quoi. Et on se pose la question de savoir est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Est-ce qu'il y a une utilité fondamentale? Je sais déjà ce que tu vas me dire, mais j'aimerais. En tout cas, tu vas essayer d'apporter quelques éléments de réponse à ce sujet. Mhm. OK. Il faut savoir qu'on a plusieurs catégories de crypto. Déjà, à la base, peut-être, il faut commencer par établir la grosse différence entre un token et un coin, parce que c'est différent. OK? Premièrement, lorsque tu as une crypto qui est minée, c'est-à-dire qui est produite sur une plateforme naturelle, c'est-à-dire qu'on a créé la blockchain pour déployer sur cette blockchain sa propre monnaie. On va parler de coin parce qu'elle est déployée sur sa blockchain native. OK? Mhm. Maintenant, lorsque tu es un individu qui peut-être n'a pas la forme financière, les ressources humaines et les capacités techniques pour déployer sa propre blockchain, qui vient sur une autre blockchain, par exemple, comme la blockchain Ethereum dont je parlais tout à l'heure, pour créer sa crypto-monnaie, on va parler en ce moment de token. Il est important que les gens comprennent. Donc, il y a la différence entre un coin et un token. Maintenant, dans la famille des tokens, on a plusieurs formes de tokens en fonction de l'utilité. C'est également très important, docteur, que les gens comprennent cela parce que quand on va investir, il faut déjà savoir dans quoi on investit et pourquoi on investit. Je veux dire pourquoi. Parce que lorsque tu vas, par exemple, investir dans ce qu'on appelle un token utilitaire, c'est que réellement, ce que tu allais acheter, c'est une entreprise qui a trouvé le moyen d'utiliser la blockchain pour pouvoir lever les fonds. Parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui se disent, OK, on va créer, par exemple, un produit qui va être utilisé dans le cadre, disons, de l'assurance ou de disons, l'automobile, OK? Mhm. Et elle n'a pas forcément les moyens financiers nécessaires pour pouvoir se déployer, pour pouvoir produire en chaîne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer son projet autour de crypto-monnaie. Elle va faire un listing. Elle va faire ce qu'on appelle Initial Coin Offering, première, ICO. voilà, un ICO. Et à travers cela, elle va proposer aux gens d'avoir la primeur, ou je veux dire, d'avoir le privilège d'acheter la crypto-monnaie à l'avance. Mais cette fois-ci, cette crypto-monnaie est en réalité une façon d'acheter un outil qui va permettre d'entrer en possession de son produit lorsque ce sera déjà concret, lorsque le produit sera fabriqué, mais peut-être à des tarifs préférentiels. En ce moment-là, on a en face une crypto-monnaie qui a été produite pour l'achat d'un produit ou d'un service spécifique. C'est appelé crypto-monnaie utilitaire. OK? Ce n'est pas forcément un investissement. C'est que vous vous dites, j'aime ce produit, j'aime ce service, je vais soutenir en achetant. Et l'achat de cette crypto-monnaie, c'est ma façon à moi de financer le projet, c'est ma façon à moi de soutenir le projet. Et une fois que le projet va être implémenté, je serai parmi les premiers à acheter ce produit ou ce service avec ces crypto-monnaies. Maintenant, tu as une deuxième catégorie qui est une forme les crypto-monnaies de sécurité. Et ça, c'est le combat de la SEC en ce moment avec la plupart des organisations derrière les Absolument, je voulais crypto-monnaies. en parler justement. Vas-y, vas-y. Absolument. Les crypto-monnaies sécuritaires sont celles qui sont à la fois hybrides entre crypto-monnaie et une action. Ça veut dire que,
je prends par exemple Coca-Cola. Coca-Cola se dit, OK, on va donner la possibilité aux gens qui sont en Afrique de pouvoir acheter les actions, peut-être parce qu'ils n'ont pas les plateformes financières nécessaires pour pouvoir acheter les actions dans nos entreprises. Donc, on va transformer nos actions en crypto-monnaie. OK? Lorsque Coca-Cola va donc lister cette crypto-monnaie-là sur les plateformes, lorsque tu achètes cette crypto-monnaie en ce moment, tu n'es pas en train d'acheter une monnaie qui va te permettre d'entrer en possession de Coca-Cola plus tard. Non, tu es en train d'acheter une action, une forme d'action de Coca-Cola, mais sous forme de crypto-monnaie. Cela dit, la crypto-monnaie va fluctuer à la hausse ou à la baisse plus tard selon la valeur de cette action en bourse. Ça, c'est une crypto-monnaie sécuritaire et c'est ce qui est un peu plus difficile à implémenter en ce moment parce que la réglementation est vraiment stricte par rapport à cela pour éviter que le public ou que l'investisseur ne se fasse flouer. Tu as également ce qu'on appelle, ce qui défait la chronique, ce qui est aimé par la plupart des membres de certaines communautés, à savoir les mêmes coins. Les mêmes coins, en réalité, sont des shitcoins qui, forcément, n'ont pas, à la base, des projets qui n'ont pas d'éléments concrets, qui sont tout simplement créés pour peut-être autour d'un même, peut-être autour de quelque D'une chose qui est, communauté, voilà, d'une communauté, de quelque chose qui est adopté par une des communauté et qui fanatiques. l'est par cette communauté, voilà. Et ce sont ces crypto-monnaies-là qui font plus de mal. C'est vrai que beaucoup sont attirés par la possibilité de se faire un gain exponentiel, mais il faut savoir que le risque également est exponentiel, c'est-à-dire que tu es capable de perdre 99,9% si ce n'est tout ton argent lorsque tu investis sur ce genre d'actifs. Donc, on a également ce qu'on appelle les crypto-monnaies organisationnelles, c'est-à-dire que là, ce sont ou de plateformes, ce sont des crypto-monnaies qui sont créées généralement dans le cadre de ce qu'on appelle des organismes autonomes décentralisés. C'est-à-dire Énorme. qu'aujourd'hui, absolument, un club de sport peut décider de se regrouper à travers un système qu'on appelle organisme autonome décentralisé pour prendre un certain nombre de décisions sur la base des votes. Mais dans cet organisme-là, la particularité, c'est que ce n'est pas centralisé. La gestion n'est pas centralisée autour d'un top management ou d'un comité exécutif. Les décisions sont prises par toute la communauté au moyen de vote. Maintenant, Donc, pour avoir le donc, pouvoir on ou la exige en capacité de quelque vote, sorte, en fait, l'avantage pour te couper peut-être sur le point. oui, Donc, en réalité, on essaye de faire, de créer un projet, on va dire, participatif, en fait. C'est-à-dire, il absolument, faudrait que la communauté donne son avis, en fait, sur oui, l'implémentation peut-être d'un outil supplémentaire dans l'écosystème du projet, des choses comme oui, ça. Et on a besoin de leur vote pour voir un peu comment est-ce que, ils perçoivent la chose. En fait, ça, c'est vraiment l'esprit de la communauté, en fait. Quand je vois ce absolument, type de crypto-monnaie. Donc, bref, vas-y, absolument. j'étais coupé. Et la particularité là, Doc, c'est de comprendre que à travers un organisme autonome décentralisé, la blockchain apporte deux choses fondamentales, la Mhm. sécurité et la transparence. Parce qu'il faut savoir que dans la plupart des ONG, par exemple, aujourd'hui, ou des organisations à but non lucratif de manière globale, parfois les gens font des donations et ils n'ont pas un droit de regard sur le, comment est utilisé les ressources qu'ils apportent pour pouvoir, Absolument. voilà, pouvoir mener certaines actions sur le terrain. Mais aujourd'hui, la blockchain, à travers les organismes autonomes décentralisés, permettent d'avoir le contrôle, hein, d'avoir le contrôle sur ce qui est fait, d'avoir la transparence et surtout d'avoir un droit de regard en termes de vote, c'est-à-dire que l'ONG en ce moment pourra présenter son plan d'action en début d'année et proposer un certain nombre de projets sur lesquels elle souhaite investir et les participants, ceux qui apportent les donateurs, auront la capacité à l'aide de la structure de cet organisme-là de voter. Donc, c'est une façon de promouvoir la démocratie, la sécurité, la transparence. Je vais citer une dernière forme de crypto. Vas-y, avant que je C'est parle. ce qu'on appelle, bon, on en a déjà parlé, les monnaies numériques de banque centrale. Les monnaies numériques de banque centrale ici, beaucoup se CBDC. plaignent en fait que ce ne sont pas des crypto-monnaies, mais peut-être c'est vrai qu'ils utilisent la cryptographie, c'est vrai qu'ils utilisent la blockchain,
mais ce sont des blockchains, la plupart du temps, qui sont dites des blockchains fermées. C'est-à-dire que le contrôle en écriture, le contrôle en lecture de tout ce qui se fait, des transactions et autres, comme c'est le cas dans d'autres bitcoins, est fermé et réservé à la banque. Donc, pour beaucoup, c'est toujours une forme de monnaie. On va dire quoi? Imagine aujourd'hui qu'on ait le franc CFA qui soit numérique et qui soit une monnaie numérique de banque centrale. Ce ne sera pas différent du franc CFA que nous connaissons. Ce sera juste que vous avez la possibilité de faire des transactions plus facilement sans passer par MoneyGram, Western Union ou tout organisme intermédiaire. Et les transactions seront peut-être probablement moins coûteuses, mais au niveau de la gestion, ce sera toujours géré au niveau de la banque centrale. Donc voilà, brosser comme ça de manière globale les différentes formes de crypto. Et chacun devrait connaître quand il l'achète, quand il investit dans une crypto, de savoir est-ce que ceci sous-tend un projet concret, qu'est-ce que je suis en train de faire, où est-ce que je suis en train de mettre mon argent. Très bien. Alors, peut-être pour embrayer dans ce que tu as dit sur les monnaies numériques de banque centrale, abrégé en général MNBC ou alors CBDC en anglais. Alors, en réalité, moi j'ai toujours eu une question par rapport à cette histoire, mais bon, peut-être on va pas discuter de ça aujourd'hui, qui sait. L'idée, c'est quoi? C'est que, imaginons un seul instant, ok? Imaginons un seul instant que on se dit, d'accord, on va enlever tout ce qui est monnaie physique, monnaie papier, pièces comme papier de la circulation. Et qu'on dit, ok, à partir d'aujourd'hui, le franc CFA va fonctionner uniquement dans un aspect numérique et tout le monde doit ouvrir un compte bancaire, c'est exiger, obliger tout le monde, que tu sois dans ton petit village Angelemendouka, tu dois avoir un compte bancaire. Voilà. Est-ce qu'on ne va pas déjà considérer ceci comme une CBDC automatiquement? Automatiquement, c'est une CBDT. Et il faut le dire que si on le fait sous cette forme-là, en astreignant les populations à prendre ces actions-là, pour moi, ça ne devient plus la crypto-monnaie telle que fondamentalement définie par Satoshi Nakamoto. Pourquoi? Parce que si la Banque centrale crée une forme de monnaie numérique et exige aux gens d'avoir ne serait-ce que des portefeuilles, c'est plus dangereux parce que le contrôle. En ce moment, tu utilises ton franc CFA. Lorsque tu vas acheter ton macabo ou ta patate, personne ne connaît. Et qui sait bien d'autres ce que les gens font avec l'argent. Il y a d'autres personnes qui prennent l'argent pour acheter peut-être la drogue. Bon, là, c'est interdit. Mais il y a d'autres qui prennent pour aller, je ne sais pas, voir les call girls, aller à Mokolo ou à Minifem avec ça. Ceux qui sont au Cameroun comprennent ce que c'est que Minifem. Et aujourd'hui, ils n'auront plus le droit à ces éléments qui font partie de leur vie privée parce que chaque CFA que tu vas utiliser va laisser une trace et on saura ce que tu as fait, où tu as utilisé cet argent-là. Et c'est dangereux parce que en ce moment, on peut bien, en ce moment, ça peut te causer d'énormes préjudices en tout cas. Il est clair que peut-être, moi, j'aurais plutôt orienté ça dans le cadre de l'action publique. C'est-à-dire que si on crée une forme de monnaie qui va être utilisée par le gouvernement, par les administrations publiques, pour moi, ce serait bien parce que ça va apporter la traçabilité dans toutes les dépenses publiques, les traçabilités qui ne sera pas seulement visible au niveau de l'administration, mais visible aussi au niveau du public pour que tout le monde voit dans la population, parce que c'est nous qui participons également de cette économie à travers les prélèvements qu'on fait sur nos C'est salaires et bon. bien d'autres, sur nos impôts. Donc, ça va apporter un certain droit de regard. Donc, s'il fallait créer un outil comme ça dans notre contexte, moi, je dirais que ça servirait mieux dans le cadre des administrations et peut-être moins au niveau local. Alors, revenons un peu sur les DAO, des organismes autonomes décentralisés, enfin des crypto-monnaies allant dans cet esprit-là. Il y a quelque chose qui m'est venu rapidement en esprit qui disait, bon, ok, imaginons un seul instant, bon, vous savez, en Afrique, on a la culture des réunions, ok? Et moi, je trouve que ça, c'est par exemple un concept qui peut véritablement être extrêmement utile dans les réunions. Donc, quand on dit réunion, c'est un petit groupe de personnes qui s'organisent, qui se regroupent, on va dire ça comme ça, entre guillemets, afin de pouvoir, bien sûr, euh, diriger un objectif, Soutenir, oui. soutenir un objectif, atteindre un objectif ensemble. Ça peut être un objectif social pour le village, ça peut être un objectif économique, ok? Qui parfois, beaucoup de décisions fortes sont prises en interne. Et donc, du coup, je me dis, par exemple, si
Une réunion a pour optique de grandir. À mon avis, elle doit penser potentiellement à mettre en place ce genre d'outils qui peuvent être utiles dans la mesure où ça pourrait maintenant faire intervenir des personnes qui viennent de partout d'ailleurs dans le monde et qui voudraient intégrer leur groupe, on va dire ça comme ça, leur association. Tu vois? Donc, imaginons un seul instant que la réunion a pour objectif peut-être de développer les objectifs, a pour objectif d'apporter son appui, on va dire, technique et peut-être financier dans un village quelconque, n'importe quel village en Afrique. Et que à la base, maintenant, on a des personnes qui voudraient également participer, que ce soit financièrement ou d'un point de vue technique ou je ne sais trop quoi. Un DAO, tu vas me donner ton avis, un DAO pourrait potentiellement déjà être un accès potentiel pour non seulement avoir une sorte de transparence, mais aussi une sorte de participation. Parce qu'aujourd'hui, les gens voyagent beaucoup, les gens sont, il y a la diaspora peut-être des ressortissants de Baganté aux États-Unis. Je ne sais pas, certains sont là, on ne sait pas s'ils existent ou pas. Mais moi, je pense quand même que ce genre d'outil pourrait potentiellement aider beaucoup de personnes à participer au développement local, par exemple, d'un village, d'une petite contrée. Bref, tu vas me dire un peu ce que tu en penses. Voilà. Absolument, docteur. Je pense que créer aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis, moi, je suis souvent frustré quand je vois les gens focaliser juste sur la crypto-monnaie, oubliant que la blockchain derrière offre un potentiel exceptionnel. Tu viens là de donner une idée qui est brillante, de savoir que l'utilisation d'un DAO, peut-être que je vais expliquer pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, les tontines sont juste, et il faut dire que les microfinances et les banques, en réalité, émergent de ce système, de ce modèle économique-là. Mais ils perdurent jusqu'à aujourd'hui. OK? Mais comment le faire? Comment faire en sorte qu'ils puissent évoluer? On peut utiliser la technologie. Tu as parlé d'un DAO, mais les gens comprennent DAO pour penser juste à un organisme autonome décentralisé. Premièrement, le DAO va permettre que ce ne soit plus que local, que ce soit plus juste une tontine du quartier ou du Qui reste village. dans un écosystème géographique, Voilà, qu'il n'y ait plus une circonscription géographique. absolument. Mhm. Au-delà de la circonscription même euh, euh, géographique ou peut-être même ethnique, on peut aller plus Mhm. loin. On peut aller au fait que ce soit des personnes qui partagent une même vision. Par exemple, le développement du pays. On dit on va créer une tontine nationale où tout le monde qui appartient à la nation vont pouvoir participer. Il faut dire que l'essentiel de la tontine, c'est quoi? C'est que lorsque tu es dans un groupe et que peut-être tu es un agent économique, la tontine va peut-être te permettre de mobiliser un capital que tu n'aurais pas mobilisé autrement. C'est-à-dire que tu auras la capacité, peut-être quand tu as la cotisation, d'avoir 2 millions de francs que tu peux mettre dans ton activité et rembourser progressivement. Mais en utilisant un organisme autonome décentralisé, ça va être automatique à l'aide des contrats intelligents, c'est-à-dire que les cotisations se feraient de manière automatique, évitant que l'argent passe entre les mains des gens. On ne compte pas le nombre de personnes qui se sont fait agresser lorsqu'ils rentraient avec la cotisation. L'organisme Absolument. autonome décentralisé va permettre justement que les gens ne touchent plus l'argent de manière que les gens ne touchent plus le papier. Et aussi, tu l'as dit, l'utilisation des smart contracts va permettre d'automatiser les thèmes qui régissent le fonctionnement de l'organisation et faire en sorte que la gestion puisse être plus démocratique. Parce qu'on a souvent des présidents qui sont un peu trop puissants dans ces organisations-là et qui Mhm. font pendant leur mandat ce qu'ils veulent, mais l'utilisation des DAO va permettre justement de pallier à ces problèmes. Et plus encore, c'est que l'utilisation des DAO va permettre, tu l'as dit, de l'étendre à l'échelle internationale. C'est-à-dire que les gens qui partagent la même vision que toi pourraient se dire qu'on va investir dans un certain nombre de projets pour pouvoir porter Absolument. cela. Je prends un exemple simple. Ça peut être juste des gens qui disent qu'ils aiment le développement durable, qu'ils veulent contribuer à ce que la Terre puisse être moins violée qu'elle est actuellement. C'est-à-dire qu'ils veulent contribuer à régénérer l'écosystème à travers peut-être les arbres, tout comme ça peut être le développement local. Mais sauf que l'organisme autonome décentralisé, chaque année, va avoir une panoplie de projets et l'ensemble des membres vont voter sur des projets prioritaires et certainement le processus d'exécution. C'est automatique, c'est sécurisé, c'est transparent et je crois que c'est ce que les
un continent comme le nôtre a besoin pour pouvoir véritablement se développer. Très bien, très bien. Je crois que les choses sont plus claires. En tout cas, pour moi, je pense qu'il y a des possibilités. Laissons même, par exemple, moi personnellement, moi, je vois ces outils-là, cette technologie-là, comme quelque chose que déjà d'un point à l'échelle microéconomique, on peut déjà, des petites communautés peuvent se former et faire des choses comme ça. Et ça, c'est déjà un gros plus. Maintenant, à l'échelle macro, sachant que les décisions sont prises parfois avec beaucoup de tact, ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour Par pouvoir exemple, la mairie peut prendre. avoir son DAO. Chaque arrondissement Voilà, peut avoir son DAO pour tout à développer. fait, C'est fou qu'en Afrique, on pense que c'est toujours l'État qui va venir impulser, donner l'argent à la mairie pour que tout la à mairie fait, essaye d'arranger, pour que chacun mette les jardins devant sa maison, pour qu'on s'assure que le quartier soit beau et propre. Non. Chaque arrondissement, par exemple, si vous êtes dans les systèmes comme au Cameroun, par exemple, où on a des arrondissements, chaque arrondissement peut décider d'avoir son DAO, qui est peut-être contrôlé au niveau de la mairie, c'est-à-dire que l'initiative est impulsée par la mairie parce que c'est elle qui représente l'État au niveau des arrondissements. Sauf qu'en ce moment, les projets de l'arrondissement maintenant vont être décidés de manière globale par le moyen démocratique du vote. Et aussi, peut-être, pourquoi pas, les populations pourraient apporter un appui économique pour le déploiement d'un certain nombre de projets qui vont contribuer au développement du quartier, qui vont contribuer au développement de l'arrondissement. Voilà tout à comment on peut fait. implémenter la blockchain pour booster nos économies et développer nos pays. Oui, la famille, si vous êtes encore là jusqu'ici, je vous invite bien sûr à liker la vidéo, je vous invite à partager parce que c'est au fur et à mesure qu'on va partager bien sûr des pépites comme ça là, pour que vous compreniez que la crypto-monnaie, ce n'est pas juste aller sur Binance ou je ne sais trop sur quelle plateforme investir, mais surtout penser à des projets qui peuvent être implémentés et qui viennent véritablement apporter une contribution à la communauté, une contribution réelle, concrète, du concret, ok, du terre à terre, d'accord. Et pour Voilà. impulser ce que tu dis, docteur, les plus riches dans la crypto aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui ont amassé. Je sais qu'il y a des gens qui ont 2000 crypto-monnaies ou qui ont des milliers de bitcoins, mais ce n'est pas eux les plus riches. Tu as parlé de quelque chose de très intéressant. Tu as parlé de Binance. Champagne Zhao, le fondateur, le cofondateur de Binance, Tout à la fait. figure de proue de Binance, il est milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il a créé Binance. OK? Donc, ne soyez pas de ceux qui, à l'âge de l'or, allaient seulement acheter les terres pour exploiter. Soyez ceux-là qui ont vendu euh, les outils Les pour aller pelles. creuser le sol, qui ont vendu des pelles, qui ont vendu des pioches, parce que c'est véritablement où il y a l'argent. Le reste, c'est illusion. Je ne dis pas de ne pas aller acheter ces quelques cryptos, c'est important, mais gardez à l'esprit que l'enrichissement véritable, c'est derrière des concepts Tout à comme fait. ceux dont le docteur venait de parler. Je tiens à préciser les choses sur lesquelles on est en train de parler, elles sont bel et bien dans le livre. Donc, c'est pas, je ne pioche pas ça ailleurs, c'est bien là dans le livre. Donc, pour ceux qui n'ont pas le livre, vous avez intérêt à nous contacter via WhatsApp le plus rapidement possible pour avoir le vôtre, votre pièce, n'est-ce pas? Et je crois que Stéphane, pour peut-être embrayer sur le sujet, je crois qu'à côté du livre, ils ont accès aussi à autres éléments. Tu peux préciser parce que c'est mieux que tu le précises parce que c'est toi la personne indiquée qui doit donner tous les Ouais, éléments clairs là-dessus. Mhm. oui, il faut dire que le livre vient sous deux formats. On peut avoir le Mhm. livre papier. On peut avoir la plateforme. J'aime pas appeler ça livre numérique. C'est toute une plateforme, docteur, sur laquelle on a investi énormément Mhm. pour permettre aux gens d'avoir non seulement le e-book, c'est-à-dire le livre numérique, mais aussi des vidéos. Il y a une Mhm. panoplie de vidéos que nous sommes en train de charger sur cette plateforme, justement, qui ne parle plus que de crypto, mais qui parle de la technologie, de son implémentation, de son fonctionnement. Il y a aussi des articles que nous avons commencé à ajouter à cette plateforme. Oui, Il y a j'ai vu aussi ça. des podcasts qui seront Mhm. également publiés sur cette plateforme. Et pour couronner le tout, sur cette même plateforme, d'ici là, nous travaillons déjà dessus, vous aurez la version audio. Je sais qu'il y a ceux qui estiment qu'elles n'ont pas du temps, c'est-à-dire en conduisant, en faisant quoi que ce soit, tu pourras avoir tes écouteurs et écouter le livre. Le livre est simple, vraiment, il est simple à écouter. Je crois que des personnes qui n'ont jamais lu un livre tout entier, ont acheté ce livre et m'ont fait témoignage de ce qu'elles ont pu lire le livre entièrement et cela en moins d'une semaine. Donc, ça veut dire que le livre est simple à la lecture et il est vraiment à la portée de tous. Tu n'as pas besoin d'être informaticien. Peut-être, docteur, il faut rappeler,
Les auditeurs écoutent, je t'appelle docteur, et ils pensent que, Mhm. oh, il faut être un docteur, un PhD en économie, ou il faut être un ingénieur pour comprendre cette Non, pas technologie. du Non, à la tout, base, pas du tout. je ne Mhm. suis pas un ingénieur en informatique à la base. Je ne le suis pas. J'ai tout simplement appris. Après bon nombre de scams, j'ai décidé que je voudrais plus me faire scammer et j'ai été un peu curieux. C'est pour ça que j'ai voulu partager dans ces connaissances pour éviter que toi aussi, tu ne te fasses scammer parce que ça fait très mal. Clair, clair et net. C'est ça. Et ça, c'est la véritable démarche à suivre. C'est pas, il faut pas seulement tomber et pleurnicher à vie que non, c'est un arnaque, c'est une arnaque, c'est patati, c'est patata. Il faut savoir tomber et le plus important, une fois qu'on est tombé, c'est de savoir se relever. C'est ça en réalité. Et ça, c'est une vraie démonstration de s'affranchir en réalité de ces effets-là, ces comportements ou alors de ces histoires de scam et arnaques qui pourraient on va dire, exister à perpétuité si jamais on ne prend pas cette initiative-là de dire, bon, ça suffit comme ça, je voudrais réellement apprendre là maintenant. OK? Donc, ça, c'est très important. Maintenant, je vais essayer d'entrer dans quelques éléments concrets parce que la vidéo est adressée aussi à des débutants. Et je voudrais qu'on reste quand même sur des bases simples. Un débutant qui va débarquer sur la vidéo, il va se dire, ben, moi, je commence comment? Comment est-ce que je fais pour réellement démarrer la crypto-monnaie? D'autant plus qu'on a le halving qui approche, les gens veulent profiter du bull run, that's the point. And, et là, du coup, je me pose des questions. Pour quelqu'un, je suis un débutant, je viens de découvrir que la crypto-monnaie peut me faire gagner beaucoup d'argent, ou alors a un potentiel, ou alors a de l'espoir, on va dire ça comme ça. Et je voudrais réellement démarrer dans la crypto-monnaie. Est-ce que tu as des étapes simples que tu peux me donner, n'est-ce pas, pour que je puisse démarrer à partir d'aujourd'hui? Si tu peux me résumer ça en quelques étapes. Vas-y. Absolument, docteur, absolument. Mais avant d'entrer dans cette étape, dans Mhm. ces étapes, tu vas permettre que je revienne sur trois choses qu'il ne faut absolument pas faire. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos en ligne où on va essayer de vous donner un certain nombre d'étapes. Ça, ce n'est pas la chose la plus compliquée. Cependant, il faut que les gens comprennent qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils doivent absolument pas faire. Premièrement, c'est lorsque tu es nouveau, tu es tenté d'acheter parce que quelqu'un t'a envoyé une vidéo et tu es tout excité, ton voisin vient te dire que wow, cette crypto va faire 10x. 10x, si tu ne comprends pas le vocabulaire, c'est que la crypto-monnaie va multiplier ton investissement par 10. Ça va exploser. Alors, tu es excité parce que peut-être ton meilleur YouTuber a fait une vidéo et a dit, la famille, achetez tous cette crypto. Ça, c'est un piège parce que la plupart du temps, lorsque vous regardez les vidéos, moi, je vais te dire, il y a deux raisons qui poussent les gens à faire des vidéos sur des coins spécifiques. Soit elles sont sponsorisées par ces projets-là, OK? Soit elles le font parce qu'elles ont déjà acheté ses propres cryptos et elles savent qu'en vous invitant, la valeur va augmenter et comme elles ont acheté avant vous, là, elles vont forcément gagner. Donc, une Je ne sorte dis de pas qu'il n'y a manipulation, en fait. absolument, je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui le font de manière juste avec de bonnes intentions. Il y en a, mais il faut que vous compreniez que la plupart viennent parce qu'elles ont des intérêts économiques derrière la proposition qu'elles vous font. Et je le dis deuxièmement parce que si tu achètes une crypto, pas par conviction, mais par imitation, il est clair que lorsque il y aura du FUD autour de la crypto, le FUD, c'est tout simplement une rumeur qui, la plupart du temps, entraîne la valeur de la crypto-monnaie à la baisse. Lorsqu'il y aura du FUD, tu vas paniquer et tu vas vendre. Mhm. Donc, Voilà pourquoi il ne ça, faut c'est pas. l'effet mouton, en fait. C'est ce que j'appelle Voilà, en trading l'effet mouton. C'est-à-dire parce que une personne a peut-être balancé un tweet sur Twitter et puis les gens commencent à paniquer et on se retrouve dans une situation où tout le monde se met à vendre. OK? absolument, Donc, et malheureusement, parce que tu avais suivi les gens sans toutefois réfléchir par toi-même, sans toutefois prendre tes décisions de manière stratégique par toi-même, tu te retrouves en train de perdre également ton argent tout bêtement, hein. absolument. Mhm. Absolument. Ça fait que qu'est-ce qu'il faut faire? Certainement, c'est la question que vous allez vous poser. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque je reçois une vidéo? Oui, c'est quelqu'un, mon voisin m'a dit que quand il fait des vidéos, les coins pompent. Qu'est-ce que je fais? Écoute,
étudie la vidéo, étudie le projet à l'aide des quelques éléments qu'on t'a donnés ou des éléments que tu trouveras dans le livre, étudie le projet. Si tu trouves un intérêt par rapport à ce projet, par rapport à cette crypto, là, tu peux t'investir. Et là, tu vas t'investir en fonction d'un certain nombre d'éléments que je vais citer après ces trois conseils-là. Le deuxième élément qu'il faut éviter de faire, c'est d'acheter sous la panique ou de vendre sous la panique. Parce que beaucoup de personnes, et ça entre toujours dans le même ordre d'idée que le premier, beaucoup de personnes sont entraînées par ce que le docteur appelait tout à l'heure l'effet mouton, c'est-à-dire qu'on est excité, oh, Shiba, Doge, ceci, ça, Ça va aller et à on un va, dollar. voilà, on achète, et lorsqu'on achète dans la panique, tout trader, je ne suis pas un trader, mais voilà un expert, voilà un formateur, un trader qui a formé des milliers de gens, il vous dira que si, si tu achètes par une émotion qui n'est pas, qui est la panique, forcément, tu vas toujours faire des erreurs. Et ça va dans tous les aspects de la vie. Toute décision que tu prends pas dans la panique, il y a des 99% de chances que tu prennes la mauvaise décision. Tu fasses des Éviter bêtises. d'acheter justement par la panique. Le troisième élément, c'est de penser que une crypto-monnaie va, elle monte, quand elle monte, elle va aller jusqu'au ciel, elle monte indéfinitivement et elle ne va jamais avoir la correction. C'est faux. De manière classique, tout investisseur va vous dire que lorsque tu achètes un produit financier, il a des phases de montée et il a des phases de stabilisation, des phases de croissance. Ça, c'est même dans le cadre classique des investissements assez structurés comme le Forex et d'autres. Mais dans le cadre des crypto-monnaies où c'est vraiment encore un peu un environnement juridique flou, ça, tu peux avoir ce pic et la chute en moins d'une minute. C'est Du ça. coup, il ne faut pas paniquer. Et il faut savoir que même si ton voisin est venu te dire qu'il a déjà fait 5 fois son investissement sur une crypto et que toi, tu dois acheter, ce n'est pas en ce moment que tu dois acheter. Il y aura toujours forcément, et moi je l'ai appris par erreur, je l'ai appris dans la douleur, il y aura toujours forcément un moment où la crypto va redescendre. Calme-toi, calm down, ça va revenir te trouver à un certain niveau, définis ton point d'entrée et en ce moment, tu vas acheter. Donc, voilà les trois éléments qu'il ne faut pas commettre. Premièrement, acheter parce que tu as regardé une vidéo. Deuxièmement, acheter par la panique. Et troisièmement, acheter une crypto qui est en train de monter, penser qu'elle va continuer à monter. Calme-toi et prends des bonnes décisions. Mais pour prendre des bonnes décisions, il est clair qu'on a besoin d'un certain nombre d'informations. Donc, comment faire? Le docteur a demandé. Comment est-ce que je fais? Je suis nouveau. Premièrement, il faut d'abord avoir une connaissance de base. Ça, c'est indéniable. Deuxièmement, avant même d'entrer dans le choix de la crypto, il est clair que tu dois déjà trouver la plateforme sur laquelle tu devrais acheter cette crypto-monnaie. Est-ce que tu vas utiliser une plateforme, un exchange centralisé comme Binance, qui est un peu plus répandu en Afrique, qui est un peu plus facile pour certaines personnes? Est-ce que tu vas utiliser un exchange comme Coinbase, ou est-ce que tu vas utiliser un exchange décentralisé, une plateforme mobile comme Trust Wallet? Il faut que tu décides. Est-ce que tu vas utiliser euh, euh, tout autre portefeuille décentralisé? Il y en a beaucoup aujourd'hui. Ce que moi, je connais le plus et qui est un peu plus crédible à mes yeux en ce moment, c'est Trust Wallet. OK? Il faut déjà que tu décides. Mais pour que tu décides, il va falloir faire des recherches. Et si tu n'as pas la capacité déjà de pouvoir analyser et faire des recherches, tu vas te tromper. Voilà encore pourquoi le livre est important. Parce que dans le livre, on te liste déjà ces plateformes-là et on te donne les forces et les faiblesses de chacune et ça rend ta décision plus facile. Exactement. Deuxièmement, quand tu sais déjà quelle plateforme tu vas utiliser, c'est déjà nécessaire de t'inscrire, de télécharger l'application si tu as besoin et de commencer à faire ton enregistrement. Parce que sur la plupart des plateformes aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Know Your Customer, le KYC. Si tu ne remplis pas les informations te concernant, généralement, tes actions sont limitées sur la plateforme et pour la plupart, tu ne pourrais pas acheter des cryptos. Donc, ne sois pas surpris que tu t'enregistres, après tu viens, tu es tout feu, tout flamme, tu veux acheter, tu n'arrives pas. Non, premièrement, assure-toi que tu es d'abord en règle. Lorsque tu remplis ces différents éléments-là, généralement, ça va prendre 24 heures ou 48 heures pour qu'ils te répondent et que ta plateforme soit correcte et prête à l'investissement. Maintenant, lorsque tu es prêt à t'investir, rassure-toi que tu as une carte. La plupart du temps, c'est vrai, aujourd'hui, il y a certaines plateformes qui vous disent que vous pouvez acheter les cryptos à l'aide de mobile money, mais vraiment, c'est vrai que c'est facile, c'est utile pour l'Afrique, mais faites très attention. OK?
Pour le Je dis moment, ça, cette oui, technologie n'est dis-moi. pas encore bien intégrée. Bon, bon, je pense que c'est avec un peu plus de temps que les choses seront un peu plus simples, quoi, on va dire. Absolument. Il y a des moyens, beaucoup de personnes ont fait des vidéos sur des moyens pour contourner, mais vous savez, moi, je ne refais jamais des moyens contournés parce que ces tiers-là, beaucoup sont pas honnêtes. Beaucoup créent des plateformes juste pour exploiter le fait qu'il y a cette défaillance-là. Et vous allez aller mettre votre argent là-bas peut-être pour qu'il puisse vous permettre de convertir en crypto, aller acheter Tout à des fait. cryptos et on va vous arnaquer. Ça Mais crée lorsque un tu as terrain déjà fertile pour les arnaqueurs en général, ce genre absolument. de situation. Mhm. Donc, lorsque tu as déjà la plateforme et que tu sais déjà sur quelle plateforme acheter, il faut que tu trouves ton outil. Généralement, c'est une carte. Il faut que tu aies une carte. Carte au moins prépayée. Et toutes Mhm. les banques aujourd'hui offrent les cartes prépayées. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'ouvrir un compte. Quand tu vas à la banque, le même jour, tu rentres avec une carte que tu vas charger avant d'utiliser. OK? Tout à fait. Une fois que tu as une carte, il faut maintenant que tu te dises quelle crypto je vais acheter. Voilà où c'est important. Ne pas acheter juste parce que je l'ai déjà dit. Pourquoi? Comment tu ne dois pas te comporter, mais comment tu vas te comporter maintenant? Comment on analyse une crypto? Mon analyse n'est pas parfaite, OK? Ça ne veut pas dire que lorsque tu vas faire toutes ces étapes, toutes les cryptos que tu vas acheter seront excellentes, elles vont performer. Non. Là, suite à mes recherches, suite à mon analyse, suite aussi à mes formations, j'ai décrit un certain nombre d'étapes qui, pour moi, sont rationnelles parce qu'on sait comment le cerveau fonctionne. Le cerveau fonctionne, surtout le cortex, il fonctionne de manière rationnelle. Donc, voici une suite logique et rationnelle pour te permettre de faire le choix d'une crypto. Premièrement, quelle est la valeur ou quelle est la valeur qu'apporte le projet derrière la crypto? On a parlé au tout début de cette vidéo, on a dit il y a les cryptos utilitaires, sécuritaires et bien d'autres. Où est-ce que cette crypto se situe? Est-ce que c'est une crypto qui vient promouvoir un projet, par exemple dans le domaine médical dont tu vois qu'il y a vraiment la demande ou dans un autre domaine où tu vois qu'il y a vraiment le besoin? Ou est-ce que c'est une crypto qui vient encore avec un projet farfelu dont personne n'a besoin ou un projet dont toi-même tu ne savais pas que le besoin existait encore sur la planète? Quand Tout à tu as fait. déniché une crypto qui met en avant la solution à un problème précis, tu passes à la deuxième étape, c'est d'étudier l'équipe derrière le projet. Il y a beaucoup de projets où les gens préfèrent être des fantômes comme Satoshi. Ils se disent que comme on n'a pas connu Satoshi Nakamoto et la valeur du Bitcoin a augmenté, et même, je vais m'arrêter là pour dire une chose, docteur. Qui dit qu'on ne connaît pas Satoshi Nakamoto? Vous pensez que dans ce monde, avec toutes Ça- les informations que la CIA et le Kremlin, tous ces organismes secrets-là ont, on ne connaît pas qui est Satoshi Nakamoto? C'est pas vrai. Donc, ne soyez pas... oui, oui, il ne faut pas être naïf. Donc, deuxièmement, éviter les projets avec les fondateurs fictifs. C'est vrai, il y a Satoshi qui a fonctionné, Moi, j'aurais il y même a le commencé Bitcoin. par là. J'aurais commencé par Voilà. là parce que beaucoup fantasment dans les cryptos, trop même. Ouais. Et croient que c'est un univers qui est hors de l'économie normale, quoi. Donc, Voilà. ce qui fait que Voilà. cette histoire d'anonymat, c'est tout bête pour moi, en tout cas. C'est Bref, même vas-y. déjà illégal. C'est une forme, c'est très suspicieux. Peut-être qu'il y a eu deux cryptos, à ma connaissance, il n'y a eu que deux cryptos qui aujourd'hui ont explosé, parce que même quand les fondateurs étaient anonymes, à savoir le Bitcoin et peut-être le Shiba Inu. Mhm. Cependant, ces deux succombent bien. Il y a eu des milliers de projets qui ont échoué où les fondateurs anonymes ont emporté l'argent des gens. Donc, c'est comme ça qu'il faut Exact. voir cela. Donc, regardez le fondateur du projet. Quel est son profil professionnel? Est-ce qu'il a un profil, pas forcément un profil d'ingénieur, OK? Mais est-ce que si il est en train de défendre la protection de l'environnement, il fait un projet qui va dans la protection de l'environnement, carbon credit, il y a beaucoup de projets autour de ça, par exemple, ou de l'énergie renouvelable. Est-ce que c'est un Mhm. expert dans le domaine ou est-ce qu'il a travaillé dans le domaine ou est-ce qu'il a Il est quelque chose qui entouré. prouve Il est qu'il a entouré une d'une équipe. compétence, voilà, dans le domaine? Maintenant, quand on finit avec le fondateur du projet, on va regarder l'équipe derrière le projet. Quelle est l'équipe derrière le projet? Est-ce que ce sont des personnes dont on trouve leur profil sur LinkedIn? Est-ce que lorsque vous allez sur LinkedIn, vous avez une certaine historique sur Twitter, sur Facebook? Vous allez me dire, OK, ce n'est pas tout le monde qui utilise LinkedIn. OK, allez sur Twitter. OK, ce n'est pas tout le monde qui utilise Twitter. Allez sur Facebook. Si sur toutes ces plateformes-là, vous ne voyez rien, à mon sens, il peut y avoir d'exceptions, mais à mon sens, il faut se méfier parce que euh, il y a de bonnes chances que vous faites arnaquer. Donc, quand vous finissez d'analyser cela, ça va vous permettre au moins d'établir dans votre esprit un profil moral et professionnel des personnes derrière le projet.
Vous avez vu Vitalik Buterin avec Ethereum. On a vu que c'est quelqu'un qui, depuis les années 2010, était un geek. C'était les gars qui voyageaient, qui dépensaient leur argent pour promouvoir le Bitcoin, pour créer des communautés autour du Bitcoin, pour créer des articles autour de cette technologie quand personne n'y croyait. Mais quand il a créé son projet Ethereum, vous voyez ce que Ethereum est aujourd'hui, la deuxième crypto-monnaie qui a plus de valeur au monde en ce moment. OK? Alors, il y a Absolument. beaucoup d'autres fondateurs. Jean Penzao avec Binance, c'était déjà un monsieur qui faisait dans la finance, qui exerçait dans la Informaticien. tech, OK, Mhm. dans le domaine de la finance. Donc, il est clair qu'il avait les outils nécessaires et les connaissances nécessaires pour pouvoir créer une exchange qui fait dans les actifs numériques, c'est-à-dire qu'il avait les compétences pour allier à la fois la finance et la technologie. Et on voit Absolument. pourquoi aujourd'hui, il est si ce n'est le top 1 en termes de plateforme aujourd'hui. Donc, on peut citer beaucoup d'autres projets comme ça, mais c'est pour que vous compreniez. Une fois que tu as déjà fait ces deux choses-là, à savoir la valeur du projet et le profil moral et professionnel de toute l'équipe derrière le projet, il est clair que après, tu dois te demander de savoir comment je fais. Comment je fais pour acheter? C'est vrai qu'on l'a défini au départ, on a dit que tu dois trouver un exchange, mais il faut savoir que beaucoup de crypto-monnaies aujourd'hui sont vendues sous la forme d'offres initiales de coins ou Mhm. d'offres initiales de jetons, ce qu'on a appelé l'ICO au départ. Tout à fait. C'est-à-dire que avant de faire le listing public, ils proposent d'abord aux gens qui veulent acheter au départ, mais en réalité, c'est une forme de levée de fonds. Donc, avant que tu ne procèdes à ces... Et Mais la plupart... peut-être pour simplifier un peu le process, parce que on a beaucoup bavardé, ou alors tu as donné Oui, beaucoup d'étapes, tu vas dire, oh, c'est trop compliqué, c'est compliqué, je veux les choses oui, simples. Si tu pouvais commencer peut-être par lister les étapes, et comme ça on peut aller tour à tour. Là, tu as listé le fait qu'il devrait normalement avoir des connaissances. Tu as d'abord même commencé par lister les choses qu'il ne devrait pas faire, ça c'est tout à fait clair. Mais après, tu as listé le fait qu'il doit avoir des connaissances, il doit maîtriser les exchanges sur lesquels il doit investir, il doit maîtriser naturellement. Là, je fais un peu comme un résumé de jusqu'où est-ce qu'on oui. est pour que on ne Si se tu... perde pas. Mhm. Oui, si tu permets, moi je dis en trois étapes. Il y a Voilà. quatre ou cinq étapes et je vais donner trois Mhm. étapes pour rendre ça simple. Mhm. Premièrement, il faut étudier la valeur du projet. La valeur du projet, c'est quelle est la solution que le projet apporte. Mhm. Deuxièmement, c'est qu'il faut étudier le profil professionnel de la team derrière le projet et du fondateur du projet. Le Exact. profil moral aussi, parce que lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir leur façon de s'exprimer, ce qu'ils disent. Est-ce que ce sont des gens qui insultent les autres à longueur de journée sur les réseaux? Oui, ça permet déjà d'établir le profil moral de la personne à qui vous voulez confier votre argent. OK? Et Mhm. troisième chose qui également est très importante dans cet univers de crypto, c'est l'enthousiasme de la communauté autour du projet. Je pense que s'il faut même ranker ça, c'est le premier élément qu'il faut regarder. Parce que beaucoup de cryptos aujourd'hui évoluent à la base, pas forcément parce que la valeur est superbe ou parce que l'équipe est stratosphérique, est très expérimentée, mais parce qu'elle est portée par une communauté puissante. Il y a beaucoup de cryptos, par exemple le Shiba Inu dont nous avons parlé ou le Dogecoin. Dogecoin, Mhm. au départ, même jusqu'aujourd'hui, il me semble, n'a pas forcément un projet concret. C'est vrai que les gens essayent de pouvoir rendre cela utilisable par les commerçants, c'est-à-dire que les commerçants commencent à accepter du Dogecoin. Mais il faut dire qu'au départ, le Dogecoin, c'était un mème, c'était juste un fun, c'était juste l'amusement. Mais parce que la communauté était faite de personnes dans presque tous les pays du monde entier et faite par des millions de personnes, l'enthousiasme de ces gens-là, comme on dit, l'enthousiasme est contagieux, Mhm. l'enthousiasme a contaminé des personnes et voilà comment ça s'est répandu. On va dire que le département marketing du projet, c'était des millions de personnes. Voilà pourquoi la communauté a grandi, la valeur également du jour au lendemain a explosé. Donc voilà les trois éléments qu'il faut regarder avec forte attention s'il faut investir ou s'il faut choisir une crypto. Une fois que tu as choisi, on va finir par là, la quatrième étape. Première Mhm. étape, tu as le portefeuille. Deuxième étape, Mhm. tu choisis. La troisième étape, pardon, c'est comment je vais sauvegarder mes cryptos. C'est très important. Comment je Mhm. fais pour sauvegarder? Parce que si tu n'as pas trouvé une solution pour sauvegarder, tu restes exposé. Donc, Mhm. soit tu vas laisser sur un exchange qui peut-être est un exchange qui n'a
encore un historique en termes de hack qui est fort sur le plan de la sécurité et qui a vraiment de la liquidité, ou même si il y a un hack qui extirpe des centaines de millions, ils peuvent rembourser les utilisateurs. Donc, C'est soit tu ça. vas choisir un exchange fort qui a une capacité Mhm. financière large, soit je te recommande d'utiliser ce qu'on appelle les Decentralization Exchange, par exemple, un wallet comme MetaMask, OK? Où Mhm. le mot de passe de tes crypto-monnaies, où toutes tes crypto-monnaies sont sauvegardées sur ton ordinateur ou sur ton mobile, et Mhm. ce serait très difficile de pouvoir les hacker. Tout à Maintenant, fait. la réalité, c'est que chaque a des inconvénients. Beaucoup de personnes me disent, oh, il faut acheter un ledger, il faut acheter ton portefeuille externe de crypto. Parce que quand tu as ta seed phrase ou ton mot de passe, tu as tes cryptos. C'est vrai, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas un certain nombre d'aptitudes techniques? Parce qu'il me semble que lorsque tu as un ledger, par exemple, qui est un outil comme une clé USB, à chaque fois, Mhm. il faut upgrader le système. Il faut que C'est tu ça. télécharges le nouveau système. Et si tu n'as pas les aptitudes techniques pour pouvoir savoir comment faire, tu peux paniquer et tu crées n'importe quoi. Si C'est tu la ça. perds, il est clair qu'avec ta seed phrase, tu peux retrouver, tu peux retélécharger tes cryptos dans une nouvelle ledger, mais si tu n'as pas l'aptitude technique, tu peux trembler. Maintenant, si tu perds ta seed phrase, ton mot de passe, c'est fini. Tu ne peux plus retrouver tes cryptos. Donc, chaque les avantages et les inconvénients, il faut déjà les savoir pour pouvoir prendre une décision fiable. Mais toujours est-il que tu dois sauvegarder tes cryptos où tu penses que c'est le plus sécurisé possible. Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que le côté sécuritaire est important parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent, moi y compris, avec ce genre de situation où tu as perdu ton mot de passe, tu as perdu X, Y, Z. Et franchement, je crois que, il y a des histoires vraiment de tous bords dans ce sens-là. Ça, je le reconnais Ouais, très, très, très bien. il y a une chaîne YouTube, j'ai oublié le nom. C'est un professeur d'université. Il est très calé dans les domaines techniques, informatiques. Il a tout un laboratoire pour désosser les téléphones chez lui. Les gens Mhm. voyagent le monde entier pour aller le retrouver en Europe, pour Mhm. pouvoir retrouver leur crypto-monnaie qu'ils ont perdu dans les téléphones, les vieux téléphones ou les ledgers. Et Mhm. docteur, il faut comprendre que les gens ont des millions de dollars stockés dans ces outils-là. Ça fait mal au cœur quand tu sais Oui, que ça tu fait as mal au cœur, l'argent ça fait et mal tu au ne cœur. peux pas avoir accès. Ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Donc, c'est un gros problème parce que personnellement, je pense que moi personnellement, je peux citer par exemple un cas de MetaMask qui, par exemple, imaginons un seul instant, tu as, tu as ton téléphone, tu as installé MetaMask dessus, tu as ajouté des cryptos là-dedans, n'est-ce pas? Et à un moment donné, ton téléphone s'éteint, ça ne s'allume plus. Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Si c'est que tu as, même malgré le fait que tu as sauvegardé on va appeler ça ta phrase mnémotique, donc ton mot de passe à 12 mots, ok, pour pouvoir éventuellement faire des transferts et autres, tu vas avoir des difficultés, par exemple, à avoir accès à ton portefeuille. Ça, c'est une réalité avec MetaMask, c'est une limite. Or, le truc, c'est que, imaginons un seul instant, si moi j'ai déjà mon adresse, enfin, j'ai mon adresse, j'ai mon mot de passe que j'utilisais sur l'ancien téléphone qui est éteint, j'ai ma phrase démotique. En principe, MetaMask doit donner l'opportunité de pouvoir au moins dire récupérer ton portefeuille. Au moins, lorsque tu vas ouvrir cela sur un autre téléphone ou sur un ordinateur ou je ne sais trop quoi. Ça, c'est une grosse limite, malheureusement. Et c'est pour cela que j'attire l'attention que beaucoup doivent vraiment s'y mettre avec beaucoup de tact, avec beaucoup de méfiance, de délicatesse en fait. Donc, c'est vraiment en fait, il faut être dans une démarche à la limite d'anticipation. OK? C'est vrai que c'est Mhm. possible dans ce cas, mais ça demande beaucoup d'aptitudes techniques pour pouvoir Mhm. récupérer. C'est possible, C'est sûr. mais ça va demander beaucoup que n'importe qui ne peut pas faire, que la masse ne peut pas faire. Donc, il faut savoir que si vous choisissez MetaMask ou Trust Wallet ou quoi que ce soit, sachez que vous devrez automatiquement sauvegarder votre mot de passe
arithmétique, comme le docteur a dit, ou les 12 phrases, dans l'ordre. Parce que beaucoup de personnes, quand on leur dit Exactement, de dans copier, l'ordre. ils copient n'importe comment ou ils ne regardent pas où ils font les erreurs. Si tu as un seul Exactement. mot que tu as mal écrit, ça ne va pas C'est marcher. terminé. Mhm, Si ça va tu pas as marcher. écrit et que tu n'as pas écrit dans l'ordre, ça ne va pas marcher. Je sais que les gens sont généralement distraits, docteur, il faut le dire. Quand il faut copier, on copie n'importe comment, on met la cinquième phrase, après on ne sait plus, on se dit non. C'est au moment où la crypto que tu avais achetée depuis 5 ans est peut-être Mhm. passée de 100 dollars à 10 000 dollars que tu as mal au cœur parce que tu vois 6 millions ou 7 millions stockés quelque part et que tu n'as pas la Exactement. possibilité de récupérer à cause d'une erreur. C'est ça. C'est ça la réalité avec les cryptos. Donc, il faut véritablement bien s'y mettre en réalité. Bon, maintenant, pour rajouter un peu à ce que tu as dit tantôt en termes d'étapes à mettre en place pour l'investissement, moi, je dirais simplement que même avant même d'investir dans une crypto, commence par te former, obligé. Parce que tellement il y a d'informations à gauche, à droite que tu peux te perdre. Ok? Ça, c'est un gros problème. Ou alors, lis le livre, Initiation à la crypto-monnaie, lis-le, obligé. Les gens veulent chercher des raccourcis, des coups chemins ou je ne sais trop quoi pour pouvoir atteindre le Graal. Non, il n'y a pas de coup chemin, malheureusement. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans des groupes Telegram à tort et à travers où on va leur on va leur montrer des petites stratégies bizarres où ils vont pouvoir gagner 100 dollars par jour. En fait, ils cherchent des choses dans ce sens-là. Ce que j'ai remarqué. Donc, prends une pause, assois-toi et dis que bon, ok, si je veux véritablement gagner de l'argent sur les crypto-monnaies, je vais prendre le temps de me former. Se former, ça veut dire quoi? Ça veut dire lire des livres, ça veut dire s'inscrire à un programme de formation, ça veut dire assister à des séminaires, assister à des conférences, assister à des événements où on va parler concrètement des cryptos. Ça passe par là. Ça passe obligatoirement par là. Beaucoup cherchent des méthodes compliquées, enfin des méthodes, on va dire, raccourcies pour pouvoir Facile atteindre le résultat. et rapide. Et une fois que tu seras entré dans ce processus-là, moi je suis presque convaincu que tu seras déjà dans la bonne démarche, ok? Et tu auras une philosophie qui est totalement différente de ces personnes-là qui vont être sur YouTube en train de chercher la vidéo ultime qui va lui permettre de gagner, on va dire, 100 000 francs CFA par jour avec les crypto-monnaies. C'est le fantasme des gens en réalité. Et donc, je voudrais que vous évitiez de tomber dans ce genre de choses. C'est des vidéos, on va appeler ça clickbait, quoi. Ok? Donc, juste pour te pousser à cliquer pour que tu regardes la vidéo. Alors, maintenant, une fois que c'est ça, quand tu vas être dans cette démarche de formation ou alors d'apprentissage, tu vas pouvoir maintenant apprendre à connaître quel est le profil d'investisseur que tu es. Si réellement tu es dans cette démarche d'investisseur ou alors si tu es dans une autre démarche qui est de pouvoir construire la technologie, c'est encore très bien. Okay? Parce que c'est vraiment de ça on a besoin dans ce monde, à mon avis. Okay? Produire des solutions qui vont aider les communautés. Et justement, on va aller en profondeur sur ce genre d'aspect-là, ce genre de thématique-là pour les prochaines vidéos, c'est sûr. Mais je voudrais quand même parler un peu dans un cadre, disons, d'investissement. Ok? Donc, tu dois connaître ton profil d'investisseur. Tu dois connaître, en fait, euh, quelles sont les industries sur lesquelles tu te sens plus à l'aise, ok? Tu as un peu plus de connaissances. Est-ce que tu te sens à l'aise dans l'industrie de la santé, dans l'industrie de la finance, dans l'industrie du gaming, des choses comme ça? Tu dois connaître, obligé. Et sous quel type de protocole tu vas passer? Est-ce que tu vas utiliser la DeFi? Est-ce que tu vas utiliser un investissement standard dans un SEX ou dans un DEX? Naturellement, c'est des choses que tu dois maîtriser. Et ça, c'est la formation qui te donne cette information. C'est la lecture qui te donne ce genre d'information. C'est pas en restant là à attendre qu'on te dit clique ici et puis tu vas pouvoir gagner de l'argent. Non, non. Ça, c'est L'univers pas évolue. voilà, c'est ça exactement, l'univers évolue. Donc, c'est pour embrayer un peu sur ce que tu as dit. Il y a plein d'étapes que je peux encore citer et qui peuvent être utiles, mais je ne vais pas tirer de long en large. Donc, je pense que on va dire, faire une sorte de conclusion pour pouvoir peut-être, on va dire, baliser cette première vidéo, on va dire comme ça, cette première thématique. Donc, s'il fallait donc conclure, peut-être en deux mots,
qu'est-ce que tu dirais tout simplement à tout débutant qui réellement veut se lancer et hésite et ne sait pas trop comment faire? Qu'est-ce que tu dirais par exemple? Et à la communauté africaine Où est principalement. la caméra? Je regarde où? Voilà la caméra en face de moi. Je vais regarder la Mhm. personne dans les yeux et lui dire ceci. Hey, aujourd'hui, j'ai écrit un livre dans la crypto-monnaie. C'est parce que je viens de loin. J'ai travaillé pendant près de 5 ans et en 2016, entre 2016 et 2018, j'ai perdu tout ce que j'avais. Parce que projet après projet, on m'invitait et ils ont toujours un même langage. C'est le projet du siècle. Je me faisais scammer. Et si je ne me suis pas fait du mal, c'est-à-dire que si je n'ai pas peut-être ôté ma vie, peut-être c'est parce que j'étais encore un peu plus jeune et je me suis dit, bon, je peux me relever. Mais imagine que tu sois un papa qui a travaillé pendant 5 ans, 10 ans, où toute sa vie a pris ses économies, il s'est fait scammer, ça fait très mal. Alors, pour que ça ne t'arrive pas, on a mis en place un support. Je ne veux même pas que tu achètes, je ne te dis pas que tu achètes, mais je te dis que tu dois commencer par t'informer. Parce que si tu ne te fais pas informer, tu vas te faire scammer. Ça, c'est certain. Il y a des loups là dehors qui cherchent à avoir l'argent des gens qui sont inoffensifs. Le docteur a parlé de Telegram. Je vais vous dire le drame avec Telegram. Quand tu joues un groupe Telegram, il y a des arnaqueurs qui vont t'appeler se faisant passer pour la compagnie pour laquelle tu as joint le groupe et te faisant des propositions. Parfois, ils vont te poser des questions pour avoir accès à ton wallet. Il faut faire très attention. Quand tu n'es pas formé, quand tu n'es pas informé, tu vas tomber dans ces pièges. Même les milliardaires tombent dans les pièges de ces scammers, ils sont trop forts. Premièrement, il faut te former, il faut t'informer. Ce n'est pas forcément le livre. Cherche l'information, mais la chance avec le livre, c'est que ça t'épargne le temps et les heures que tu vas aller sur Internet. Tu ne sais même pas d'ailleurs quoi tu vas chercher. Qu'est-ce que tu vas taper sur Google quand tu feras tes recherches? Ça t'épargne des années de recherche. Tu as toutes les connaissances simplifiées, condensées. Deuxièmement, une fois que tu es prêt à aller sur le marché, mets ton argent dans ce dans quoi tu as une certaine foi, tu as une certaine passion. Pourquoi? Parce que quand c'est dur, comme ça fait près de 3 ans aujourd'hui, on est à travers ce qu'on appelle le bear market. Tu seras fier parce que tu as contribué à un projet qui contribue à quelque chose en quoi tu as une certaine foi. Docteur, les gens aujourd'hui boivent Coca-Cola comme Warren Buffett. Quand on dit que le Coca-Cola tue, il continue à boire parce qu'il a ses millions, il a ses centaines de millions là-bas. Aujourd'hui, les C'est gens ça. utilisent iPhone, mais ils n'ont pas mis. Vous savez pourquoi les Américains utilisent prioritairement iPhone? Parce que beaucoup ont des actions chez iPhone. Toi, tu vas acheter une crypto qui a la face d'un chien et tu ne sais même pas qui est derrière la crypto. Il faut faire attention. Achetez les cryptos qui ont des projets que vous défendez. Ne cherchez pas quand vous voulez investir que ce soit la part du gain qui soit le motivateur principal. Sinon, vous courez le risque de vous faire scammer. Donc, premièrement, achète une crypto pour laquelle tu crois au projet et tu penses que en mettant ton argent là-bas, tu contribues à apporter un plus sur la planète ou à la société. C'est important. Et deuxièmement, quand tu as déjà acheté ta crypto, quand tu as fait tout ce qu'on a dit dans la vidéo, rassure-toi que tu le mettes à un endroit sécurisé et fais le choix de cet outil pour sécuriser tes cryptos avec la plus grande attention. Parce qu'il est probable que tu achètes une crypto, tu l'oublies, après 5 ans, ça explose, et quand tu veux revenir pour chercher, tu n'as plus le mot de passe, tu n'as plus l'accès, ça fait très mal. Ça fait extrêmement mal et je ne voudrais pas que ça t'arrive. Voilà. C'est ça, hein. Donc, tu as tout dit. De toute façon, c'est une première vidéo et je pense que on va aller au fur et à mesure sur certaines thématiques qui vont concerner concrètement la communauté africaine. Et je tiens vraiment à dire à tous ceux qui regardent cette vidéo de s'accrocher et de partager au maximum la vidéo parce qu'on va véritablement aborder des thématiques un peu plus en profondeur et vous aurez des invités aussi spéciaux qui vont venir intervenir sur des thématiques diverses. Donc, tenez-vous tranquille, c'est un nouveau format qu'on essaye d'introduire. Déjà, dites-nous en commentaire si vous avez apprécié cette première sortie. Et comme ça, on va de mieux en mieux apporter des artifices qui vont certainement vous plaire. Donc, surtout, partagez au maximum la vidéo, likez la vidéo et surtout, nous attendons vos retours. On va se dire tout simplement merci Stéphane. C'est moi qui te remercie, docteur. Moi, j'embraye ce que tu as dit. Vous savez, le seul héritage qu'on peut donner à la communauté maintenant, c'est l'information, c'est la formation. Et si vous pensez que vous voulez vraiment contribuer à le sort de l'Afrique,
c'est de partager ce genre d'initiative. Le docteur s'est levé peut-être à 3 heures du Canada pour produire ceci. Je ne pense pas que l'enjeu est économique ou financier. Il n'a pas besoin de ça, mais c'est pour impacter. Participer à cet impact en partageant cette vidéo, en apportant à quelqu'un qui en a besoin. Et c'est comme ça que vous semez quelque chose de bien pour le développement du continent. Merci. Merci.